Bonsoir, bienvenue au Point. Il y a des gens dont le dévouement, l'amour des autres et le courage sont tout simplement hors du commun. Eh bien, ce soir, nous vous présentons un de ces personnages extraordinaires. Elle s'appelle Lucille Teasdale, elle a 65 ans. C'est une des rares femmes chirurgiennes de son époque, encore plus rare quand on sait qu'elle vient d'un quartier populaire de l'Est de Montréal. Pourtant, depuis 30 ans, c'est en Afrique noire, en Ouganda, qu'elle a choisi de pratiquer sa profession. Elle a fondé là-bas, avec celui qui allait devenir son mari, un petit hôpital qui est devenu une des principales institutions de santé du pays. Pour elle, c'était l'aventure de l'Afrique, du service auprès des plus pauvres de la planète. Eh bien, ce soir, Michel Arsenault et Ole Gerstad nous racontent comment cette grande histoire d'amour est devenue une histoire tragique, quand Lucille Teasdale a fait la rencontre du sida, un mal qui frappe les Ougandais par dizaines de milliers, et même ceux qui essaient de les soigner. Après de longs mois d'absence, Lucille Teasdale rentre chez elle. C'est quelqu'un qui savait où elle allait. Vraiment, elle avait une ligne de vie, on dirait tellement droite, dont elle n'a jamais dévié d'ailleurs. C'est assez rare. Quand on était petite, on jouait à la mère. Moi, je faisais la mère, mais elle faisait le docteur. She really felt that she's a real mother of a child. So she could not leave us in that critical condition. She had to stay with us. C'est jour de fête près de Goulou, dans le nord de l'Ouganda. Les sages-femmes de toute la région se sont donné rendez-vous pour souhaiter la bienvenue à leur médecin, Lucille Teasdale. Elles agitent les rameaux d'un arbre sacré. C'est leur façon de la remercier de les avoir formés et de les avoir soignés pendant 33 ans. Mais les rameaux, c'est surtout pour lui porter chance. Lucille Teasdale en aura bien besoin. C'est ici, au cœur de l'Afrique, que Lucille Teasdale a fait sa vie. C'est ici qu'elle et son mari ont bâti un hôpital unique en son genre, le plus important de tout le nord de l'Ouganda. C'est l'œuvre de leur vie, un hôpital qui accueille et soigne chaque année plus de 10 000 malades. Lucille Teasdale ici a tout fait, des accouchements à la chirurgie de guerre. Il lui a fallu du courage, mais elle a toujours été déterminée à rester, par amour pour son mari et par amour pour l'Afrique. L'histoire de Lucille Teasdale, la vie de Lucille Teasdale, est une véritable saga qui se déroule sur 6 décennies et 3 continents. Il est 8 heures, l'heure du petit déjeuner et de la BBC. Pour Lucille Teasdale et son mari, le docteur Pierre Ocorti, les ondes courtes, c'est une fenêtre sur le monde. Ici, dans le nord de l'Ouganda, ils sont très isolés. Le service téléphonique est dérisoire, les pannes d'électricité sont fréquentes, il n'y a pas la télévision. Mais rien de tout cela n'a empêché les Corti, chaque matin à 8 heures, d'écouter la radio avant d'aller travailler. C'est un des secrets de leur réussite, la méthode. Ils se sont fixés un objectif il y a 33 ans, rien ne les en a fait dévier. Les mères amènent volontiers leur enfant malade à l'hôpital. C'est gratuit pour les enfants, même si les adultes doivent débourser quelques milliers de shillings, l'équivalent de quelques kilos de riz. À la clinique externe, Lucille Teasdale soigne les plus malades de la Terre. Ils souffrent souvent de la malaria ou de la tuberculose, plus rarement de la lèpre ou de la maladie du sommeil. Mais ils n'ont jamais qu'une seule maladie. Les maladies s'accumulent, se superposent en quelque sorte. C'est ce qui rend le travail du médecin, le diagnostic, plus difficile. Lucille Teasdale leur parle en acholi, la langue locale. On avait deux objectifs. Un, c'était procurer les soins les meilleurs possibles au plus bas prix possible. Les meilleurs possibles, c'est-à-dire qu'ils s'approchent de plus des soins qu'on reçoit dans le monde développé. Deuxièmement, préparer la relève, c'est-à-dire faire en sorte que quand on sera mort, ça ne va pas tout crouler
mais il y a des Africains qui vont continuer à faire le même service pour faire fonctionner l'hôpital. Faire fonctionner l'hôpital. Il y a eu des difficultés de toutes sortes, mais jamais Lucille Tisdale n'a dérogé à la règle qu'elle s'était fixée. Faire fonctionner l'hôpital, coûte que coûte. C'est l'histoire de sa vie, une histoire qui commence à Montréal, où Lucille Tisdale est née en 1929, l'année de la crise. Son père était épicier-boucher dans une petite paroisse de l'est de Montréal. Lucille avait 6 frères et sœurs, dont Yolande et Lise, qui habitent encore dans le quartier. Avec le teapot. C'était un milieu ouvrier. Puis nous autres, on était quasiment les notables parce que notre père était une épicerie. Aujourd'hui, ça ne veut rien dire, là. Mais dans ce temps-là, c'était comme ça. Nous autres, on était des petites filles. On allait au pensionnat. Les seules qui allaient au pensionnat. On allait en campagne d'été. La plupart des enfants n'allaient pas en campagne d'été. Lucille passe ses étés à Pointe-Calumet, à Repentigny. Chez les guides, on la surnomme Hirondelle. On trouve qu'elle déborde d'énergie, mais qu'elle manque de confiance en elle. Elle n'a que 12 ans, mais elle est certaine d'une chose. Elle sera médecin dans le tiers-monde. Elle fera donc son cours classique. Moi, j'ai été au pensionnat avec elle, là, puis c'était une tête forte qu'on l'appelait. Ah, oui. Puis elle était presque mise dehors du pensionnat. Les bonnes sœurs, elle s'est sauvée du pensionnat, puis c'était un mouton noir. Et puis parce que quand elle voulait quelque chose, qu'elle disait que le dimanche, elle voulait sortir. Et puis un dimanche, elle n'avait pas la permission de sortir, puis elle est partie quand même. À la fin des années 40, peu de jeunes filles font leur cours classique. Au Collège Jésus-Marie, à Outremont, il n'y a qu'une quarantaine d'élèves. En grandissant, la petite tête forte deviendra une élève sérieuse, ce qui ne l'empêchera pas de fumer en cachette avec sa grande amie, Michel Maillot. Elle voulait être médecin d'abord, absolument. C'est ça qui l'a amenée au collège. Et puis, elle avait elle voulait pas faire une médecine de cabinet avec la castonguette, là, qui n'était pas inventée, mais ce type de médecine. Non, elle voulait vraiment servir et faire quelque chose. Lucille s'inscrit à l'Université de Montréal. Elle obtient son diplôme en 1955 et se prépare à devenir médecin. Son amie Michel Maillot, elle, se prépare à publier un récit où elle évoquera la jeune interne. Lucille, te rappelles-tu nos conversations interminables du dimanche soir après Adagio? Tu triturais les cadavres à l'université, te préparant à sauver les corps en Afrique. Je parlais des âmes, à sauver elles aussi. Nous nous préparons toutes les deux. Toi, en ligne droite, comme toujours, volontaire et forte. Moi, prisonnière de mes exaltations, livrée à elle, déchirée par elle, dépassée par elle. À l'hôpital Sainte-Justine, Lucille Tisdale se spécialise en chirurgie. C'est encore la chasse gardée des hommes et tout le monde essaie de lui faire changer d'idée. On lui dit qu'aucune mère ne mettra jamais la vie de son enfant entre les mains d'une femme. Mais Lucille Tisdale s'entête, avec raison, elle sera la seule femme de sa promotion à devenir chirurgien. C'est à Sainte-Justine qu'elle rencontre, en 1955, un jeune médecin italien. Ah, Seigneur, ça fait longtemps. Le docteur Piero Corti est à Montréal pour se spécialiser en pédiatrie. On avait entendu parler dans l'hôpital que l'interne Lucille avait décidé de faire de la chirurgie. Et à un moment donné, mais moi je ne savais pas la placer encore, à un moment donné, un ami m'a dit, c'est celle-là, la Lucille. J'ai dit, oh bon Dieu. C'est peut-être dommage un peu. Après Montréal, Piero Corti met le cap sur l'Afrique. En Ouganda, il repère un petit hôpital de brousse où tout reste à faire. Il doit d'abord trouver un chirurgien. Il invite la jeune interne qu'il a connue à Montréal à le rejoindre. Elle accepte. Lucille Tisdale ne sait pas ce qui l'attend. Le jeune docteur Tisdale débarque à Goulou, dans la vallée du Nil, à quelques degrés au nord de l'équateur, au cœur d'une civilisation ancienne. C'est à Goulou que les besoins sont les plus grands.
Lucile Tisdel et Piero Corti, deux chrétiens engagés, deux médecins engagés, savent qu'ici, plus qu'ailleurs, ils seront être utiles, voire même heureux. D'un coup, je réalisais par pratiquement deux rêves, celui de trouver le compagnon idéal et trouver l'endroit où pratiquer ma profession. 7 mois après leur arrivée, Lucile et Piero se marient dans la petite chapelle de leur hôpital. C'est le début de l'aventure. L'Ouganda est encore un protectorat britannique, un pays verdoyant qui passe pour la perle de l'Afrique. Lucile accompagne Piero en safari. Son mari est un grand amateur de chasse qui sait débusquer l'éléphant et l'antilope. Pour Lucile et Piero, la chasse est une vraie partie de plaisir. Les parcs ougandais qui foisonnent d'animaux sont d'une beauté féerique. L'hôpital St. Mary's est en pleine croissance. Les malades arrivent de partout. Quand Lucile et Piero prennent l'hôpital en main, il n'y a que 40 lits. Très rapidement, il y en a 100, 150, 200. Les deux médecins font équipe et se partagent le travail. Alors, à ce temps-là, on travaillait ensemble. On travaillait toujours ensemble, même que on a, pendant un certain temps, travaillé ensemble, même à la salle d'opération. Moi, je faisais le chirurgien, lui m'assistait, il faisait l'anesthésie même. Et au dispensaire, on essayait d'aller aussi ensemble. On faisait un département. Chaque jour, on visitait les malades d'un département ensemble pour pouvoir échanger des diagnostics, des points de vue, critiquer un peu le diagnostic d'un ou de l'autre. Et après avoir fait un département ensemble, alors chacun allait dans un autre département à visiter les autres malades. Disons, la force dans le travail, le train qui tirait, le travail qui se faisait à l'hôpital, la qualité et toute l'implantation du travail était due à Lucile, à ses caractéristiques particulières. 1962, l'Ouganda obtient son indépendance. La transition est bien préparée. Des dignitaires de toutes les tribus du pays participent aux festivités. On chante, on danse, le pays est en liesse. L'Ouganda est le plus riche de toute l'Afrique orientale. Les Ougandais sont enfin maîtres chez eux. Robert Gay, un prêtre missionnaire d'Ottawa, est un père blanc d'Afrique. Il débarque à Kampala, la capitale de l'Ouganda, le jour même de l'indépendance. C'était la joie partout. C'était une joie, un peu une victoire, l'indépendance qui arrivait avec beaucoup d'autres pays africains qui arrivaient à ce moment-là. Et j'ai même eu la chance d'aller à Kololo, assister au changement des drapeaux avec la duchesse et le duc de Kent qui étaient présents là. C'était quelque chose d'impressionnant. Et ma réaction personnelle, c'était heureux pour eux, quoi. Ils étaient en avant du Canada de beaucoup. Ils étaient indépendants, complètement. Les Corti ont eux aussi une bonne raison de se réjouir. Lucile vient de donner naissance à une fille. Dominique est une petite Africaine qui devra toutefois quitter l'Afrique à 9 ans et demi. Pour moi, ce qui a été le pire, là, ça a été que j'ai dû me séparer de ma fille quand elle était encore très jeune. Hein. Surtout que quand j'ai compris qu'il n'y avait pas de possibilité de la ramener, parce qu'au fond, nous, on a choisi cette vie-là, mais on ne peut pas lui nier le droit d'avoir une éducation qui est comparable à celle de ses cousins, à celle de ses parents. Alors, le jour où j'ai réalisé que ce serait plus possible pour elle de venir à Goulo, ça a été vraiment pour moi un très gros trauma. Si ses parents envoient la petite Dominique en Italie, c'est parce qu'en Ouganda, les choses commencent à aller mal. Les tribus du Nord en ont assez d'être dominées par celles du Sud, la tension monte, le pays se polarise. En 1971, un officier comprend que le pouvoir est au bout du fusil. Il se proclame président à vie, président Idi Amin Dada. C'est un tyran qui plongera son pays dans la terreur. Il expulsera la minorité indienne et fera assassiner ses adversaires, y compris l'archevêque anglican. Le règne de celui qu'on surnomme Big Daddy coûtera la vie à 300 000 Ougandais. En 1979, Idi Amin attaque la Tanzanie voisine, qui riposte et envahit l'Ouganda. Les soldats fidèles à Idi Amin se retranchent dans le nord du pays, dans les environs de l'hôpital. La tension est à son comble. Un jour, un officier furieux s'est présenté ici à la porte principale de l'hôpital pour abattre Piero Corti. Il a tiré une première rafale de mitraillette. Le docteur Corti s'est caché derrière la porte. Il a tiré une deuxième rafale de mitraillette. Le grillage a fait dévier les balles.
À ce moment-là, une femme est intervenue. Elle a pris le soldat par les épaules, a commencé à le secouer et à crier « Je t'interdis de tuer mon médecin ». C'était la mère du soldat. L'hôpital est presque coupé du reste du monde. Tout le nord du pays est à feu et à sang. Les affrontements font des milliers de victimes. Les blessés envahissent l'hôpital, même si le personnel s'est enfui. Il ne reste que 2 médecins, Lucille et Pierrot. Profitant d'un moment d'accalmie, Lucille Tisdale écrit à ses proches. Chers amis, nous avons été libérés par les troupes tanzaniennes la semaine dernière et commençons à peine à respirer. Impossible de se rappeler le temps ni l'envie de tenir un journal. Presque chaque soir, il y a eu des cris et des coups de feu. Au lieu de klaxonner, certains chauffeurs se sont mis à tirer des rafales de mitraillettes. La plupart du temps, ils ont tiré en l'air, mais ils ont aussi tué des passants. 4 personnes ont été tuées quelques heures. Gulu est une ville fantôme, déserte et dévastée. Nous n'avons pas été trop malchanceux dans le pillage. Notre hôpital n'a perdu qu'un camion, 3 ambulances, une voiture, des médicaments et du matériel chirurgical. Et maintenant, qu'allons-nous faire? Pour le moment, nous n'avons pas le choix. Nous sommes les seuls médecins à Gulu. C'est presque incompréhensible qu'ils aient su continuer à travers ces moments de guerre, de tuerie, de rébellion de toutes sortes, à offrir un service humanitaire vraiment à quiconque était en besoin. C'est une chose extraordinaire, ça. À Sainte-Justine, Lucille Tisdale devait opérer des enfants. En Ouganda, elle a formé des chirurgiens africains. Elle a fait 13 000 opérations. Elle a soigné des soldats atteints par des balles explosives, celles qui font éclater les os en dizaines de fragments. Alors, c'est arrivé combien de fois que... vous savez, il y a des fragments d'os qui sont tranchants comme un couteau, là. Alors, je me suis coupée bien souvent, je dois dire. Et alors, quand ça arrivait, bien, je m'enlevais les gants, je me le nettoyais, désinfectais un peu, et je remettais une paire de gants et je continuais à travailler. Nous sommes au tout début des années 80. Personne à l'époque n'a entendu parler du virus du sida. Deux fois par semaine, le train amène de nouveaux patients à l'hôpital St. Mary's. Ils viennent des 4 coins de l'Ouganda et même de pays voisins comme le Soudan ou le Zaïre. Ils viennent de plus en plus souvent pour une maladie qu'on soigne, mais qu'on ne guérit pas. Le sida est en train de dévaster l'Ouganda. Dans ce pays durement touché par la malaria et la malnutrition, l'épidémie est en train de faire plus de victimes que 2 décennies de dictature et de guerre civile. Au moins 1,5 million d'Ougandais sont séropositifs. Le sida dégénère souvent en tuberculose, et c'est ici qu'on amène les malades. Au pavillon des tuberculeux, 2 patients sur 3 sont séropositifs. Lucille Tisdale a appris qu'elle avait le sida il y a 9 ans. Elle a immédiatement consulté un spécialiste en Angleterre. C'était en 1985. Selon lui, la probabilité était que dans 60% de probabilité que dans 2 ans, je serais morte. Dit comme ça, là, vous êtes médecin, votre mari est médecin, votre fille est étudiante en médecine, on n'a rien à vous cacher, il faut vous dire la vérité. Mais il faut admettre qu'on ne sait pas beaucoup encore parce qu'on n'a pas encore de recul, on n'a pas encore de statistiques satisfaisantes. Alors, ça, c'est ce qu'on a à présent, mais ça ne veut rien dire, là. Évidemment, il avait raison de ne pas être sûr parce que maintenant, c'est passé 9 ans. J'ai eu des épisodes de opportunistic disease très graves qui m'ont obligé à courir à Londres 3 fois pour être hospitalisée et traitée. Et plusieurs fois, j'ai pensé de ne pas m'en réchapper, mais j'ai toujours rebondi. Ce n'est pas un virus qui va l'arrêter. Elle est déterminée à exercer la médecine, à poursuivre sa vocation et son œuvre. La chirurgienne, toutefois, était confrontée à un dilemme.
devait-elle continuer à faire des opérations? Elle et son mari ont demandé conseil à un ami professeur de médecine. Et lui, il nous a dit, moi, je pense que vous devez continuer parce que si vous ne continuez pas, là, il y a certains patients qui vont mourir faute d'une intervention de haute compétence. Et en Nord-Ouganda, tu es la plus compétente et pratiquement la seule qui peut faire certaines interventions. Hein? Le sida, Lucille Tisdale n'en fait pas un drame. Elle qui a côtoyé la mort toute sa vie déteste le pathos. Même s'il ne fait plus d'opérations depuis l'année dernière, le docteur Tisdale continue de travailler. C'est même le travail qui lui apporte la sérénité, qui la garde en vie. Vous savez, faire le médecin ou faire le chirurgien, ça comporte toujours un certain risque. Le risque du métier, on appelle, non? Et vous avez eu combien de journalistes qui sont morts à Sarajevo? Hein? C'est le risque du métier. Là, eux autres, ils savaient quand ils partaient qu'il y avait cette possibilité. Ils sont allés quand même, c'est leur métier, non? Et nous, quand on est arrivé ici, évidemment, il y avait une maladie qu'on n'avait pas encore, dont on ne connaît pas encore les distances et qui aurait pu être évitée. Ne l'a pas été parce qu'on ne la connaissait pas, elle n'était pas encore identifiée. Mais, bien, c'est ça. Je considère que ça a été un incident du parcours, ça a été un risque du métier, comme bien d'autres professions aussi, le risque du métier. St. Mary's, ce n'est pas qu'un hôpital, c'est aussi une école d'infirmiers et de techniciens. Le dimanche, les élèves se retrouvent pour faire de la musique. Mais leurs paroles expriment leurs inquiétudes face à l'avenir. Quand Lucille et Piero Corti ne seront plus là, chantent-ils, qu'adviendra-t-il de nous? Et qu'adviendra-t-il de l'hôpital? Dès leur arrivée, les docteurs Corti se sont chargés de former la relève. Ils ont enseigné à des dizaines de médecins. C'est un pédiatre ougandais qui les a tout particulièrement impressionnés, le docteur Matthew Lukwiya, à cause de ses compétences, mais surtout à cause de sa conception de la médecine et de la mission de l'hôpital. It put the patient first. I mean, you have other things, your needs and so on, but the patient was first. So whatever you do, you are doing for the patient. And I think that tradition is what has kept a hospital to follow a certain line. Les médecins ougandais peuvent tout faire, même soigner les médecins qui les ont formés. C'est Matthew Lukwiya qui traite aujourd'hui Piero Corti, car lui aussi doit songer à faire ses adieux à l'hôpital. Il a 69 ans et a fait l'an dernier un deuxième infarctus. Pendant 33 ans, ces terres ocres ont été leur terre, leur pays. Et avant de faire leurs adieux à l'Afrique, les Corti ont une dernière mission à entreprendre: assurer la survie de leur hôpital. Les Corti communiquent 3 fois par semaine par radio amateur avec le pays qui les a soutenus sans relâche depuis 33 ans, l'Italie. Ho capito, è un'ottima idea, sono contento. Là-bas, Lucille et Piero Corti sont bien connus. Le gouvernement italien et l'Église catholique sont parmi les principaux bailleurs de fonds de l'hôpital. La presse et la télévision ont abondamment parlé des Corti, qu'on surnomme les Schweitzer italiens. On a fait campagne pour qu'ils obtiennent le prix Nobel de la paix. On a même raconté leur histoire en bande dessinée. Ok, d'accordo così, allora per domani cambio. Il compte plutôt sur une jeune femme qui deviendra bientôt médecin. Elle habite Milan, mais elle connaît bien l'Afrique. Ho capito, l'ho spedito io il fax. Va bene, e cosa vuol sapere? Elle parle même la Choli. Il s'agit de leur fille, Dominique. C'est elle qui pourrait s'occuper de la fondation Piero et Lucille Corti. Il s'agit de ramasser un capital assez gros pour donner ce qu'on voit être nécessaire
de continuer le travail de l'hôpital dans la direction sur laquelle est l'hôpital. Même si elle est affaiblie par la maladie, Lucille Tisdale ne songe pas à accrocher son sarrau. L'amour la retient en Ouganda. C'est bien simple, là. C'est une équation 2 plus 2 font 4. Pierrot ne peut pas vivre sans l'hôpital. Moi, je ne peux pas vivre sans Pierrot. Tirez les conclusions. Bon. Ça vous répond? Oui. Non, ça va, ça va.